Bonjour et bienvenue pour notre deuxième émission hebdomadaire proposée par le CJD, l'association de jeunes dirigeants d'entreprise qui depuis 1938 met l'économie au service des citoyens. L'économie au service de l'homme, c'est le nom de cette émission et c'est aussi notre devise. Je m'appelle Virginie et je suis très heureuse avec toute une équipe de jeunes dirigeants de vous parler pendant une demi-heure de vous et d'entreprises responsables près de chez nous. Conseils, trucs et astuces, bons à savoir, témoignages, humour, grâce à Radio Clapas, c'est tous les mardis et samedis à 17h. C'est parti! Nos entreprises, ce sont nos biens et services, nos emplois, notre protection sociale, une vie sociale, ça vaut le coup de mieux les connaître, non? Tout de suite, c'est carrément près de chez vous. Une rubrique animée par Richard, Yannick, Pierre et Anne qui nous propose de commencer tout de suite par la météo d'un entrepreneur du numérique. Elle a interviewé pour vous Yannick. Bonjour Yannick, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je dirige une société de services numériques, notamment pour le secteur, je travaille beaucoup dans le secteur éducatif. Est-ce que tu peux nous donner ta météo? Perso, j'ai envie de dire 3 sur 5, ça se passe très bien en famille, on est content de passer des moments ensemble, mais le contexte est quand même un peu particulier. Et professionnellement, 4 sur 5 parce que j'ai beaucoup de demandes et que je me sens utile pour les personnes qui m'appellent et j'ai vraiment envie et j'ai beaucoup d'énergie pour essayer d'aider. Quelle est la décision la plus importante que tu as prise depuis le confinement? C'est d'une part déjà de mettre en place le télétravail avec tous mes collaborateurs. Ils sont tous chez eux confinés avec des possibilités de continuer leur activité et après avoir mis en place des outils pour continuer à maintenir le lien avec eux. Tous les matins on fait la pause café en visio ensemble en commun pour lancer la journée et on fait un débrief en visio le soir en fin de journée pour savoir comment s'est passée la journée de chacun d'un point de vue pro et perso également. Et donc comment ça se passe en ce moment avec eux et pour eux? Qu'est-ce qui a changé? Les premiers jours, ça a été un petit peu difficile pour certains qui n'étaient pas habitués au télétravail. Le fait de se retrouver dans un contexte à domicile, ils n'avaient plus du tout leur repère par rapport à qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment ils peuvent le faire, etc. Un petit peu de déprime aussi, un petit peu d'anxiété. Mais le fait de faire des visio le matin pour démarrer la journée ensemble, en mettant des petits rituels comme en fait chaque jour il y en a un qui doit présenter un chapeau et une chanson. Du coup ça met de l'entrain pour démarrer la journée. Qu'est-ce que tu apprends en ce moment? À canaliser les craintes, les peurs, à prendre de décisions à la va-vite, prendre le temps d'imaginer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde. Et quand je te dis le mois à venir, spontanément, tu penses à quelle date? Je pense à la rentrée de septembre parce que je pense que ce confinement, c'est un marathon pour tout le monde. On doit tenir dans la durée. Le confinement va pas se lever petit à petit du jour au lendemain comme ça pour tout le monde et on va faire la fête cet été. Je pense que ça va se faire progressivement et que en fait petit à petit on va tous ensemble redécouvrir un nouveau monde économique, une nouvelle façon de travailler et peut-être plus de richesse dans les échanges et plus de solidarité. Merci Yannick. Tu as eu des coups de gueule ces derniers jours? Oui, c'est peut-être pas par rapport à mon entreprise, c'est plus par rapport à une autre activité que j'ai à côté. J'ai créé des jardins familiaux dans mon village et ils ont été fermés par arrêté municipal. J'ai pas accepté cet arrêté, ça m'a mis beaucoup en colère. Mais et puis ça a engendré d'autres problématiques, des jardins qui ne l'acceptaient pas non plus, qu'on dégradait le grillage pour pénétrer dans les jardins malgré tout. Mais à l'arrivée, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a, malgré le
Et si tu devais nous citer un ou deux kiffs? C'est le matin le sourire de mes collaborateurs quand on a mis en place les visios le matin pour la pause café avec les musiques et le jeu du chapeau, les avoir vus changer et à un moment donné prendre du plaisir et voir des sourires. Merci Anne, merci Yannick pour vos partages et vos sourires. Vous exercez des métiers très différents et vous faites partie du CJD, une association de 5500 dirigeants d'entreprise qui partagent un engagement commun, mettre l'économie au service de l'homme. Pierre est actuellement président de cette association. Il est parti en reportage de chez lui, bien sûr, pour mettre en lumière des entreprises qui changent et se mobilisent pour le bien commun. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai choisi pour vous le témoignage de 3 entreprises JD, qui bien plus que des entreprises, sont des entreprises citoyennes. Vous vous demandez peut-être ce que ça veut bien dire, l'entreprise citoyenne. Eh bien, ce concept entend mettre l'intérêt de la société au sens large, au même niveau que son intérêt propre. La notion d'entreprise citoyenne implique une prise en compte effective des dimensions sociales et environnementales dans un souci de respect de l'intérêt général, et de prise en charge du bien commun. C'est ce que nous appelons au CJD la performance globale. Et la performance globale n'est pas qu'un concept au CJD. Elle fait partie de l'ADN des dirigeants qui y adhèrent. Je vous propose d'écouter le premier témoignage de Mathieu Pouy. Je m'appelle Mathieu Pouy, j'ai 37 ans, je dirige la menuiserie Cardonnet depuis 10 ans maintenant. Et le lundi 16 mars dernier, en prévision des annonces du président de la République, j'ai décidé, le cœur lourd, de fermer l'entreprise. Ceci pour préserver bien évidemment la sécurité et la santé de mes collaborateurs. S'en est suivi une semaine que j'ai vécue avec beaucoup de tristesse et de morosité. Et le lundi suivant, je suis retourné au bureau pour gérer les affaires courantes. Et j'ai pris connaissance d'un article d'un de mes confrères de La Rochelle qui avait, avec l'aide de quelques volontaires, fabriqué des parvirus à destination des professionnels de santé. Et je me suis dit, pourquoi pas nous ? J'ai donc rappelé quelques collaborateurs. Nous avons dès le mercredi créé un prototype sur les matériaux que nous avions en stock et je suis allé les présenter aux commerçants et aux professionnels de santé du coin. À la fin de la semaine, le vendredi, nous avions produit près de 100 paravirus. Nous en avions installé 65 et dès le lundi, nous récoltions les remerciements des commerçants et des professionnels de santé qui avaient pu en profiter. Cette action a été pour moi et mes collaborateurs un remède contre la morosité et de retrouver une entreprise citoyenne, active, actrice dans la lutte contre la diffusion du coronavirus. Merci Mathieu et bravo pour cette démonstration d'agilité et d'entreprise citoyenne. Je vous propose maintenant le témoignage de Catherine Vampouille, dirigeante de l'entreprise Crambe. J'ai voulu savoir pourquoi Crambe s'est mis à confectionner des masques, alors que cette entreprise est le principal fabricant français de chapeaux et de casquettes, réputé pour la qualité de ses fabrications, notamment pour les grandes marques. Écoutons Catherine. Pourquoi Crambe s'est mis à faire des masques ? Eh bien, tout d'abord parce qu'on a eu un appel de la secrétaire d'État à l'économie dès le 15 mars. Et au vu de matériel que nous avons disponible, des tissus, du biais, nous avons décidé de fabriquer des prototypes qui ont été envoyés à la DGA pour validation. Et depuis maintenant une bonne semaine, nous produisons des masques à usage non sanitaire de catégorie 1, permettant à l'ensemble des salariés de pouvoir travailler en toute sécurité. Donc nos clients sont avant tout des EHPAD, des infirmières libérales, des entreprises, enfin toute personne qui continue à travailler. Pour cela, évidemment, on a dû adapter notre production. Plus de la moitié de nos couturières travaillent maintenant à la confection de masques et bien sûr nous appliquons les gestes barrières, il y a des gants à disposition, du gel hydroalcoolique et bien sûr des masques. Nos salariés ont été les premières personnes à pouvoir en disposer. Et puis nous avons surtout la chance d'être 35 personnes dans 7000 m², donc de pouvoir garantir
des distances bien supérieures à 1 mètre entre chaque poste de travail qui nous permet de travailler dans très bonnes conditions. La solidarité en action. Merci Catherine, à vous et vos collaborateurs. Je vous propose enfin d'écouter Jean-Baptiste Torres, fabricant de signalétique à Perpignan et bien sûr JD. Comme tous les JD, j'ai pris une grosse claque au lendemain de l'annonce du confinement. Arrivé dans son usine, dans son outil de travail vide, sans aucune vie. Moralement, c'est très 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 touchant. On va pas parler du côté financier, ça c'est autre chose, mais je pense le côté sentimental. De voir son bébé, son entreprise à l'arrêt, avec plus d'événements de vie, plus aucun collaborateur. Et le mercredi, jeudi, vendredi, donc ces 3 premiers jours post-confinement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux qui sont en première ligne, pour aider toutes les personnes qui nous protègent et qui luttent. Et vendredi, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, j'ai vu un appel à l'aide d'un pharmacien, d'un copain, qui demandait si personne qui voulait protéger ses préparateurs en pharmacie et si personne avait du plexiglas pour faire des barrières de plexiglas. Et là, ça a fait 1 seconde dans ma tête. En fait, moi, je suis fabricant de signalétique, donc j'imprime et je découpe du PVC, du Dibond et du plexi, parce que ça m'arrive de faire la signalétique en plexi. Et là, je me suis dit, mais voilà, quoi. C'est ça ce que tu vas faire, et c'est grâce à ça que tu vas mettre ta pierre à l'édifice de cette construction et protection des travailleurs qui nous protègent à l'heure actuelle. J'ai appelé un de mes gars, j'ai relancé un appel à l'aide sur le groupe de la boîte pour voir qui était prêt à venir bosser. Bon, j'avouerai que là, 4 jours après le confinement et vu les annonces de l'État, il n'y a pas eu foule au portillon, mais j'en ai un qui direct a dit écoute, pas de soucis, c'est génial, on y va. On s'est retrouvés le samedi au bureau pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on peut faire, essayer de faire des tests de modèles, des tests au niveau découpe, voir la machine, comment on pouvait recaler pour faire ça en série. Et voilà, depuis le lundi matin, on est 2 en prod, on réalise entre 150 et 200 barrières tous les jours, qu'on a donné. Alors je veux dire parce que c'est le principal, c'est qu'on a donné à l'ensemble des acteurs du médical ici en local, donc sur le département des PO. Et derrière, on a essayé de lancer un appel pour récupérer du plexiglas, donc pour essayer de se faire offrir du plexiglas pour rester dans cette démarche d'entraide. Malheureusement, on a trouvé porte close. Donc, et même maintenant, le plexiglas, on l'achète plus cher que les cours qu'on avait habituellement. Donc, on distribue ça à prix coûtant. Et pour terminer, il n'y a qu'une chose que j'aimerais dire pour ma part, c'est que depuis que je fais ça, j'ai un épanouissement, mais qui est juste extraordinaire parce que je me sens utile et je rends service. Et je conclurai en disant que grâce à ça, je suis un entrepreneur qui s'est révélé engagé, solidaire, pour l'entraide et heureux. Merci à toutes ces entreprises et bien d'autres sur nos territoires qui permettent de donner l'accès aux services essentiels. Le CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui met l'économie au service de l'homme et non l'inverse, vous propose cette semaine de savourer quelques joies printanières. De retour à la maison, Sandrine a fait pousser pour vous une rubrique verte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans ma rubrique de retour à la maison. Comme vous, je suppose, je rêve d'une vie saine au quotidien pour toutes et tous, sans aucun impact pour notre planète. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout d'abord se réapproprier notre nourriture, en ville comme en campagne. Ça veut aussi dire de ne plus douter en permanence si on est en train d'empoisonner nos proches avec des aliments chimiques et transformés. C'est enfin se sentir reconnecté à la terre, sans pour autant devoir changer de vie et partir au fin fond des Cévennes ou en Mayenne. Alors oui, comme vous, je rêve d'allier le meilleur des deux mondes. Vous allez me dire, oui mais comment Sandrine ? Une des façons de le faire, c'est de jardiner. C'est le thème que je vous propose cette semaine. Au CJD, nous avons à cœur de grandir et de faire grandir nos collaborateurs, notamment en nous formant. Jardiner, c'est aussi faire pousser des graines et en prendre soin pour donner le meilleur d'elles-mêmes.
Alors, jardiniers, lâchons-nous. Lâchons-nous parce que le jardinage nous apprend à nous sentir libres. Il y a autant de manières de jardiner que de jardiniers. Au jardin, vous êtes chez vous. Vous faites ce qui vous plaît. Faites le jardin de vos rêves. Lâchons-nous pour apprendre à nous sentir créateurs. C'est tellement une joie indicible de manger sa propre nourriture. Lâchons-nous pour apprendre à nous sentir heureux et à nous sentir à nouveau enfants. Vous savez, cette posture curieuse des enfants qui tombent en adoration devant le moindre brin d'herbe. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est la clé de la main verte. Je vous propose maintenant un premier témoignage, celui de Lydia Serretus. Lydia a l'âme d'une créatrice. Non seulement elle a créé récemment sa société Learn and Fly pour offrir une approche pédagogique plus holistique aux collégiens et aux lycéens pendant leur parcours scolaire, mais elle a aussi créé son propre potager. Écoutons-la. Bonjour, moi c'est Lydia, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 adolescents de 16 et 12 ans et je suis jeune dirigeante depuis cette année. On pense que pour réussir un potager, il faut y consacrer beaucoup de temps. Je dirais que ça dépend surtout du temps qu'on veut y consacrer. Mais la satisfaction de récolter ses propres fruits et légumes n'a pas de prix à mon sens. Que l'on veuille partir de la graine en faisant ses semis dans une petite serre à l'intérieur, ou que l'on plante directement les jeunes plants en extérieur, quand la période du gel est passée, il y a une multitude de possibilités en fait. Personnellement, j'ai fait de la récup de palettes pour faire des bacs en hauteur, pour me préserver du mal de dos, et surtout mettre les plantations en hauteur, à l'abri de mon chien qui adore gratter la terre fraîche. Un peu de terreau maison, avec le compost de ses propres déchets de cuisine, et le tour est joué. Si on n'a pas le temps, on peut acheter de la terre végétale et l'enrichir avec du fumier organique. Les centres équestres ne manquent pas dans la région. Au pire, on en trouve en jardinerie. Internet regorge aussi de conseils en tout genre et notamment en permaculture, ce qui permet de s'assurer d'avoir une terre fertile, si on dit merci aux petits vers de terre, et par exemple la combinaison de plantes qui se protègent l'une l'autre. On peut aussi planter en fonction de la lune. Je dirais qu'on y croit ou pas, l'effort reste le même. Donc après tout, autant mettre toutes les chances de son côté. Mes conseils pour débuter, je dirais qu'il faut commencer petit et agrandir au fur et à mesure. Personnellement, j'adore faire les semis car on part d'une minuscule graine qui retient un potentiel incroyable et on la voit pousser tous les jours. Mes enfants d'ailleurs s'amusent à faire des photos de l'évolution, un petit peu tous les jours et c'est vraiment agréable. Enfin, un autre conseil, c'est même dans nos régions ensoleillées du sud, et je remercie un ami qui, comme on dit, a la main verte, on attend les cavaliers ou les seins de glace avant de planter en extérieur. Donc ce sont des dates qui vont de fin avril à mi-mai. Et pour nos régions qui souffrent plutôt de la sécheresse, on paille le sol pour contenir l'évaporation et pour bien conserver cette terre fertile et humide. Et puis enfin, on profite des beaux et bons légumes gorgés de soleil lors de la récolte. Merci Lydia pour votre doux témoignage ensoleillé qui, j'espère, encouragera bon nombre d'entre vous à entreprendre un potager. Je vous propose maintenant d'entendre les trucs et astuces de Thomas Piètre, gérant de Common Light, une agence de communication montpelliéraine qui accompagne les organisations engagées dans des démarches de développement durable. Bonjour Thomas. Alors, depuis le début du confinement, vous préparez votre potager en mettant en pratique des techniques éco-responsables, m'avez-vous dit. Quels conseils donneriez-vous à quiconque voudrait jardiner plus responsable ? Eh bien, d'être paresseux. Je ne suis pas un jardinier professionnel, mais j'ai le sentiment qu'un bon jardinier, c'est que la nature travaille a priori mieux que lui et qu'il s'organise donc pour lui déléguer la majeure partie du travail et pour réutiliser le mieux possible la matière et l'énergie que lui fournit son propre jardin. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Je me suis par exemple fixé comme objectif de ne puiser aucune eau dans la nappe phréatique pour l'arrosage du jardin et du potager. Et pour cela, la première chose que j'ai faite, c'est d'installer un récupérateur d'eau de pluie afin de la réutiliser le cas échéant en cas de sécheresse l'été. La deuxième chose que je fais, c'est que je n'utilise que des semences paysannes, c'est-à-dire des graines qui ont été sélectionnées non pas par des multinationales en laboratoire, mais par des paysans et des agriculteurs qui, d'année en année, ont observé, replanté les graines des légumes les plus adaptés au climat. Ça donne des légumes plus gustatifs, plus nutritifs et aussi plus résistants à la sécheresse et donc moins consommateurs d'eau. Troisième chose que je fais, c'est d'enfouir du bois sous le potager. L'idée, c'est que le bois garde l'humidité de la terre et l'enrichisse pendant plusieurs années en se décomposant. Ça m'évite d'avoir à l'arroser. Et puis, dernier point, c'est la réutilisation de la tonte de pelouse séchée et des feuilles mortes pour faire des paillis, pour recouvrir le potager. Ça garde là aussi l'humidité, ça empêche les mauvaises herbes de pousser et donc ça m'évite à nouveau d'avoir à désherber et à arroser. Auriez-vous un conseil de lecture pour nos auditeurs et nos auditrices ? Le potager du paresseux aux éditions Tana ou La permaculture au jardin aux éditions Terran. Merci Thomas pour votre témoignage et vos bonnes ondes. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, si vous vivez en appartement, sans balcon, vous vous dites peut-être « Bon, c'est bien sympa ces témoignages, mais alors moi je fais comment pour jardiner ?» Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Plusieurs sites internet vous donneront des idées pour planter et semer dans votre appartement des légumes, des salades, des radis par exemple, mais aussi des plantes comme du persil, de la ciboulette, du basilic, etc. Il existe des centaines, pour ne pas dire des milliers de blogs sur internet. Je vous donne un exemple, Saine Abondance est très intéressant. Il peut vous apprendre à jardiner sur votre balcon, sur le rebord de votre fenêtre, dans votre cuisine, sur un mur végétal, dans votre cave ou même dans un placard et même sur votre toit. La permaculture urbaine se développe de plus en plus. Alors, soyez curieux et expérimentez. C'est comme ça que vous apprendrez. Voilà encore un principe fondamental au CJD. Osez expérimenter et recommencer jusqu'à obtenir de jolis résultats. J'espère que cette rubrique vous donnera des envies de jardiner. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Et nous voilà dans la dernière partie de notre émission, l'économie au service de l'homme, pour une rubrique spéciale Chronique le virus. Avant de vous offrir une crise de calme sur la douce voix de Céline, Virginie vous proposera sa chronique de la semaine. Et tout de suite, Bérénice, Richard et Yannick ont fait voyager pour vous la mascotte du CJD, Pépito. Je suis un super JD, je m'appelle Pépito. D'habitude, je participe à toutes les fiestas, je vais de boîte en boîte. Je suis l'ami intime de 5000 dirigeants. Retrouvez mon actu sur Facebook @Pépito, le super JD. Comment régler la situation? En restant chez nous. Allô? T'es où? Tellement 2019 cette question. Confinement, quand les parents commencent à craquer. Papa, est-ce que j'ai été adoptée? Oh non, pas encore. J'ai mis l'annonce qu'hier. Je suis tellement traumatisée par cette situation que je viens de me signer une attestation pour aller chercher une bouteille à la cave. Avec ce confinement, d'habitude, j'avais toujours l'habitude de prendre mon café au bistrot. Et là, je le prends avec ma femme. Elle est sympa. Mon ex qui m'a quittée il y a 1 mois pour profiter de sa liberté, j'espère qu'il apprécie bien le confinement du coup. Bien fait. Ils nous disent d'éternuer dans la Manche, mais moi j'habite dans l'Hérault, ça fait trop loin. C'est bien la première fois que mes mains sont plus alcoolisées que moi. Chérie, ce soir je me sens très chaud. Tu iras faire le test du corona demain. J'ai appris que mon école va fermer, j'espère avec les enfants en intérieur. Le confinement avec les enfants, c'est un peu comme le Club Med, sauf que là je fais partie du personnel. La police m'a arrêté et m'a dit « Papier !» J'ai répondu « Ciseaux, j'ai gagné !» Et j'ai accéléré. Je pense qu'ils veulent une revanche, ils me suivent depuis 45 minutes.
Je repense à ce prof qui me disait que je ne ferais jamais rien de ma vie en restant allongée au lit toute la journée. Je te signale qu'actuellement, je sauve le monde, mon pote. Très chers célibataires, soyez optimistes. Le meilleur reste à venir. Après 3 semaines de confinement, le nombre de divorces va exploser. Eh bien, c'est du propre tout ça. J'espère que ça vous a plu. Vous me retrouverez tant que je serai confiné. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, @Pépito, le super JD. Merci Pépito. Difficile d'enchaîner, mais qu'à cela ne tienne, voici la chronique que m'a inspirée cette semaine auprès de vous. Oui au huis clos. Chacun son oui. Alors attention, là je ne vous parle pas du oui qui contrarie le non, ni plus du oui d'aujourd'hui qui signifie en ce jour, ni même du 8 qui vient en sandwich entre le 7 et le 9, ni même encore des 8 qui sont une minorité chinoise. 8, H-U-I-S, ça vient du latin ostium, soit l'entrée, l'ouverture, et c'est devenu en ancien françois la porte. À huis clos, ça exprime du coup à porte fermée et par extension sans aucune personne extérieure pour assister à ce qui se dit. Alors que ce soit dans un film, un livre, une pièce de théâtre, toute l'action d'un huis clos se déroule en un lieu unique dont les personnages ne peuvent sortir. Ça vous dit quelque chose ? Le Père Noël est une ordure, c'est un huis clos. Le dîner de cons, c'est un huis clos. Et nous, depuis le 15 mars, la porte de notre maison est close. Close à tout humain et à tout objet potentiellement porteur de postillons contaminés. Huis clos, c'est aussi le titre d'une célèbre pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Elle a lieu en enfer, et c'est le procès à huis clos de 3 personnages. Leur supplice n'a rien à voir avec des flammes sans fin ou des monstres ayant faim. Leur châtiment consiste à vivre tous les 3, à coexister et à se supporter pour l'éternité. Sartre écrira « Pas besoin de grille, l'enfer, c'est les autres ». C'est pas faux pour citer Astier dans Kaamelott. Mais qu'est-ce qu'on comprend pas ? Peut-être tout simplement les autres qu'on ne comprend pas. Alors vraiment, j'ai vraiment une grande pensée pour vous, qui êtes confinés avec d'autres, conjoints, enfants, beaux-parents, au choix. Surtout vous qui pensez vivre un enfer. Au moins dites-vous que ce n'est pas pour l'éternité, du moins on l'espère. Mais j'avoue, je pense bien davantage à vous peut-être qui, sans aucun autre, seul, chez vous dans un EHPAD ou à l'hôpital, vivez un enfer et pensez au contraire que les autres, mais c'est le paradis. Aussi, à défaut de discuter de ce qui se dit chez vous, je vous invite à jeter un regard curieux sur ce qui se passe en vous. Si nous ne voulons pas que notre confinement devienne un enfer, pas de laisser aller, hop, il faut prendre les choses en main, bien laver, évidemment. Alors, en plus d'une savante hygiène physique, voici mes 8 oui au huis clos. 8 gestes barrières à la dépression, 8 gestes pour notre hygiène mentale avec les autres et tout ira bien. Oui, chaque jour, communiquons. Oui, chaque jour, aérons tête et poumons. Oui, chaque jour, faisons quelque chose que nous aimons. Oui, chaque jour, rions. Rigolons. Oui, chaque jour, apprenons des choses nouvelles. Oui, chaque jour, sourions, même juste à nous-mêmes. Oui, chaque jour, pensons à 3 choses positives de notre journée. Oui, chaque jour, appelons quelqu'un seul et confiné. Ouvrons la porte, pas celle de notre maison, évidemment, celle de notre tête, celle de notre cœur, qui, eux, n'ont de porte fermée que celle que l'on y met. Bref, aujourd'hui, il n'était ni question du oui ou du 8, mais de notre huis clos, celui qui est en nous. Signé Oui Artiste, W-I-E. À votre santé ? Et voilà, tiens, on en était à votre santé. On ne va pas se quitter comme ça. Prenez encore quelques minutes pour faire un micro-point sur votre nutrition et c'est tout de suite grâce à Céline. Bonjour chers auditeurs de Radio Clapas, je suis ravie de vous retrouver pour notre rubrique Crise de calme. Paupières qui tressautent, peau sèche, ballonnement sont des problèmes que vous rencontrez ? Des crampes viennent régulièrement vous importuner.
des attirants sucrés parviennent à entacher toutes vos bonnes volontés, un sommeil capricieux finit par vous éreinter. Stop, vous avez besoin de refaire le plein en micronutriments. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble une technique de médecine douce pour vous aider à choisir celle qui vous correspond. Aujourd'hui, je vous présente la micronutrition. Cette technique établit le lien entre l'alimentation et la santé pour apporter une solution à de nombreux problèmes. La micronutrition s'intéresse à la densité micronutritionnelle des aliments, c'est-à-dire leur teneur en vitamines, minéraux, acides gras essentiels, mais aussi à la façon dont l'organisme les utilise. Nous sommes tous uniques, nous n'avons pas les mêmes besoins, ni le même métabolisme. Nous nous alimentons différemment selon notre personnalité et notre histoire. Une alimentation même variée et équilibrée ne peut pas toujours fournir à chacun les micronutriments nécessaires à son plein épanouissement. Que se passe-t-il alors lorsque l'on manque de certains micronutriments ? L'organisme va se mettre à fonctionner en mode économie, en dépensant un minimum d'énergie et en stockant les moindres excès. C'est souvent le cas après des régimes amaigrissants draconiens ou à la suite d'une grossesse. Ce mode d'économie de l'organisme peut également créer des troubles fonctionnels tels qu'une fatigue chronique, une fragilité osseuse, des difficultés de récupération après l'effort, voire des problèmes d'allergie. Voyons ensemble le principe de la micronutrition. Cette médecine tient compte des besoins personnels de chaque individu. Le praticien en micronutrition observe les besoins d'une personne en fonction de ses capacités digestives, de ses activités et de ses troubles du moment. Une consultation en micronutrition se pratique en séance individuelle. Elle repose sur le conseil alimentaire et un conseil en complémentation. La consultation comprend 2 séquences. Une première qui vise à dépister et évaluer les déficits et déséquilibres alimentaires. Une seconde qui consiste à corriger les perturbations observées. Des outils spécifiques de dépistage tels que des questionnaires alimentaires et fonctionnels sont utilisés. Il vous faudra compter environ 65 € pour obtenir un bilan nutritionnel personnalisé dont une partie pourra être prise en charge par votre mutuelle. Vous l'aurez compris, la micronutrition est un excellent outil pour lever certains verrous sans faire de calcul savant des calories. En recherchant individuellement nos carences, déséquilibres et déficits, cette technique de médecine douce joue un rôle aussi bien préventif que curatif. Hippocrate, l'un des pères fondateurs de la médecine, le disait déjà. Notre alimentation est notre première médecine. Et en douceur, bienvenue de nouveau chez vous, bien sûr. Merci beaucoup l'équipe de Radio Clapas de redoubler d'efforts pour nous proposer de nouveaux programmes. Merci aux jeunes dirigeants du CJD de partager leurs valeurs pour mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site radioclapas.fr et sur le fil Facebook du CJD. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 17h et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous